le bonjour, chers auditeurs. Bonjour Marion également. Bonjour Maxime, bonjour Nils. Et bonjour. Bonjour. Nils. Alors, j'allais dire bonjour Marion et puis bonjour Nils. Ouais, du coup, mais- si tu dis bonjour Nils avant moi, c'est comme si je l'avais oublié, c'est pas vrai, j'y pensais, il est juste devant moi. Gros big up pour Nils, merci, on l'applaudit. Ouais, Nils. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Ce qu'on oublie trop souvent Nils, alors que vu qu'il enregistre, on pourrait pas nous entendre s'il était pas Parce là. que si on l'oubliait, en fait, vous nous entendrez pas. Ce serait juste nous en train de parler tout seul et ça changerait pas grand chose. Mais C'est cool, vous m'oubliez tellement pas que j'ai pas le moyen de placer une phrase en fait, c'est trop cool. Voilà. M'oubliez pas. Alors attention, je vais faire le geste de Nagui pour voir si ça marche. Oh putain, j'ai arrêté la musique avec ma main droite. Merci Yes. Nils. Alors, aujourd'hui, dans ce numéro de Marmax, c'est donc l'épisode 4 de notre saison 2, nous allons parler d'un événement cinématographique majeur dans l'histoire du cinéma. Et je ne parle pas d'Orson Welles ni de Fritz Lang, mesdames et messieurs, mais de Die Hard, de John McTiernan, qui, nous le rappelons, a eu 30 ans l'année passée, lorsqu'il est sorti en 1988 et prend place à Noël. Donc du coup voilà, on s'est dit que Noël 2018 c'est un petit peu, on va dire, la date des 30 ans du film, un peu symbolique. On voulait évidemment faire un épisode spécial Noël, et comme nous sommes des gens à l'heure, nous sortons cet épisode dans le courant du mois de mars. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? oui, moi qui faisais remarquer que de cette façon on se mettait vraiment... Il y a eu plein de commémorations des 30 ans du Noël de Die Hard, et pas que des blagues sur Facebook. Il y a aussi eu tout un tas de bonnes émissions, de projections, tout ça. Et il y a notamment eu un hors-série de Rokirama qu'on a lu et qu'on a beaucoup aimé, et que du coup on a pris des notes pour faire une émission largement basée sur ce hors-série. Alors pour être plus précis, je dirais que le hors-série a une structure intéressante qui est les débuts du film, de l'idée jusqu'à l'impact, on va dire, qu'il a eu sur les générations d'après. Et du coup, au-delà de ça, d'être bien expliqué et complet, disons qu'il a une structure chronologique qui nous intéressait pour aborder la création d'un film, tout simplement depuis le début jusqu'à la fin, quoi. Alors au-delà de ça, avant de passer sur le contenu vraiment à proprement parler de cette émission, pour ceux qui nous écoutent et qui se posent la question depuis presque 3 minutes, Die Hard, qu'est-ce que c'est? Die Hard. Piège de cristal. Non mais les gars, sérieux. Qu'est-ce que c'est Die Hard? Écoutez, moi souvent on me pose la question. Non, c'est pas vrai, mais je vais laisser Marion Non, souvent t'expliques résumer. aux gens qui finalement voulaient Savent juste déjà, quoi. partir. Savent Soit ils le savent, soit ils veulent s'en aller. Mais... C'est ça. Alors du coup, qu'est-ce que Die Hard? Nous allons rentrer dans la minute chancerelle, c'est parti. Qu'est-ce que Die Hard, Marion? Alors, Die Hard, c'est l'histoire de Bruce Willis qui est policier à New York, et sa meuf, elle a eu un taf à Los Angeles, et du coup, il prend l'avion pour la voir à Noël. Mais en fait, ça merde parce que déjà, elle fait la tronche. Et lui, il faut qu'il s'excuse, mais il n'a pas le temps de s'excuser. Et avant qu'il ait le temps de s'excuser et de lui dire « Putain, j'ai été con, je suis désolée, et je devrais mieux soutenir ta carrière. Et tu es une femme forte au lit, et c'est pour ça que je t'aime. » Et il y a des terroristes qui viennent bloquer l'immeuble, donc qui est le Nakatomi Plaza à Los Angeles, où la fête de Noël de l'entreprise Dolly, femme forte, femme de pouvoir, a lieu. Donc, McClane, Bruce Willis, se retrouve coincé et donc essaie de déjouer les plans de Hans Gruber, c'est-à-dire Rogue, c'est-à-dire Alan Rickman. Le méchant du film. Voilà, donc il susurre des méchancetés pendant tout le film, c'est vachement bien. Donc voilà, et ce film est devenu un petit peu la référence de plein de films d'action, parce qu'elle a un petit peu mis en place cette espèce de... Ouais, ce film d'action avec beaucoup de punchline, et qui finalement est très largement un film d'action comédie. Donc voilà, on reviendra sur des éléments spécifiques de l'histoire de Die Hard, mais je raconte pas la suite. Si jamais vous voulez vous revoir Die Hard juste après, parce que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, ou si vous l'avez pas vu, ou si vous l'avez vu, mais que finalement du coup ça vous intéresse pas que je vous raconte parce que vous vous en souvenez. Allez le voir quand même, c'est quand même bien. C'est un bon J'allais film. arrêter ça pour parler justement de ça. Ceux qui n'auraient pas vu Die Hard, il est largement déconseillé d'écouter ce podcast parce qu'on va vous dévoiler la fin Ah oui. de multiples reprises. Allez le voir Donc, maintenant si et ensuite vous- revenez. Si vous êtes des vrais cinéphiles et que vous êtes là pour l'amour de l'art et que vous en foutez des histoires, très bien pour vous, restez là. Si vous voulez savoir ce que c'est avant d'écouter l'épisode, mettez sur pause, regardez Die Hard, ça met à peu près 2 heures, et revenez sur notre podcast qui met à peu près 1 heure. 3 heures de votre vie, c'est pas beaucoup. En plus, nous, on n'est pas payé. Enfin, on peut parler après du statut des artistes, mais bon, on n'est pas là pour ça. Non, mais après, moi j'avais déjà beaucoup trop entendu parler de Die Hard avant de le voir, et ça m'a pas du tout gâché le film. Donc En plus. si en fait vous voulez quand même nous écouter jusqu'à la fin et regarder Die Hard après, ou ne pas regarder Die Hard, parce que finalement, qui on est pour vous juger, vous et vos choix, C'est vrai. c'est possible aussi. Alors justement, avant d'entreprendre la suite de ce podcast, je voudrais ajouter une anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui, qui me tient vraiment à cœur. Et je sens le regard ébahi de mes collègues qui ne veulent pas que je fasse ça. C'est pas Alors- ça que ça veut dire, éveil. C'est pas grave. Alors tout le monde s'en fout. Personne m'aurait fait la remarque en commentaire. Et là, vous venez juste d'insuffler le fait que je ne sais pas parler français.
que je ne peux pas parler français, parce que Si, sa tu voix... peux. Bon, bref. Tu parles mieux français que certains Français. J'étais à la gare de Nivelles et j'étais là pour prendre le train quand soudain, me rendant chez un vendeur de boissons C'est pakistanais... parce que tu étais à Nivelles que tu fais semblant de parler comme Poulvord ou c'est C'est pas gratos? Poulvord, c'est ma Non. voix des histoires. Ouais. Je Mais c'est raconte la voix de l'histoire. Dr Manhattan, ta Mais voix avec des un- histoires. Ça fait un peu Monsieur aussi, je trouve. Manhattan parle plus comme ça, Nicolas, vois-tu? Moi, je parlais plus avec une petite voix d'histoire, comme ça, simplement. C'est un mélange de Manhattan et de Julien Corriveau, si tu veux, pour ceux qui le connaissent. Je vais te laisser finir. Alors, Désolée C'est un d'avoir ami à interrompu. eux. faites pas J'étais gaffe. dans un vendeur de boissons pakistanais. Nicolas, non, c'est Poulvord, c'est chaud. Et, achetant une gourdasse d'eau pour me désaltérer, je remarquai dans le fond un petit frigo avec une tête connue. Dessus, je m'approchais de cette tête et ce monsieur chauve me fixant n'était autre que Bruce Willis. Et ouvrant le placard, découvrant ainsi ce qui se trouve dans le frigo, je découvrais une chier d'énergie drink qui s'appelle L, Energy Drink classique. J'en ai donc acheté un, évidemment, sachant que plus tard dans la journée, j'enregistrerai ce numéro de Marmax. J'ai donc en ma possession une canette d'énergie drink dégueulasse, sponsorisée par Bruce Willis, que je vais ouvrir sous vos yeux, ou plutôt sous vos oreilles, ou sur vos oreilles, ou comme vous voulez. Attention, c'est parti. Alors, à première vue, l'odeur sent bon le château Lafronte. Non. Ok, ça pue la merde, on dirait du Red Bull, je vais goûter. C'est quoi ça? Ok, fausse alerte. C'est du Red Bull. C'est du Red Bull. Voilà, c'est du point Red barre. Bull, Bruce Willis. Écoutez, donc j'espère que je pourrai me trimballer La les pieds nus canette est partout. stylée, voilà, point barre. C'est quoi le slogan là? Il est mis Hell Energy Drink. Gives you power like hell. C'est pas mal, hein? Ah, ça rime. Elle, give you power like hell. Bien joué, les mecs. Bravo. Alors là, il y a une super DA sur Bah, la- franchement, on commence bien avec les jeux de mots, d'autant plus que Marion, elle en a fait un tout à l'heure. Au début, elle a dit c'est une femme forte, Oli. Et du coup. Ah, mais, oh, mais j'ai pas du tout fait exprès de faire ça. Si, si, et tu l'as fait bien, 2 fois en quoi. plus. Tu l'as dit 2 fois en plus. Ah ouais. C'est Donc une c'était femme magnifique. forte, Oli. Franchement, Ça m'avait absolument alors pas. vous vous demandiez pourquoi j'explosais de rire comme un con. Ah oui, dans moi je mon pensais que coin. tu foutais de sa gueule. Ah non, non, mais du tout, c'est parce On qu'elle avait s'est fait dit, des il jeux est de mots sympa, il est vaseux sans faire simple. exprès. Ok. C'est beau. Donc voilà. Alors, donc on va vous laisser sur ce résumé d'Ayard avec un petit moment qui se passe dans Alors, le film. Je vous ai raconté donc que Bruce Willis, John McClane arrive, donc il descend de son avion, il arrive à Los Angeles et là vient le chercher à la gare Argyle, qui est son conducteur de limousine avec qui il débriefe un petit peu sa vie. Qui est à peu près Will Smith, on va dire 3-4 ans avant le Prince de Bel-Air, quoi, visuellement. Non, c'est juste parce qu'il est noir, c'est Et pas... alors C'est quoi votre problème? T'es raciste? Well, why'd you come with her, man? What's up? Because I'm a New York cop. I got a 6-month backlog, and New York scumbags I'm still trying to put behind bars. I can't just pick up and go that easy. In other words, you thought she wasn't gonna make it out here, and she'd come crawling on back to you. So why bother to pack, right? Like I said, you're very fast, Argon. You mind if we hear some tunes? Hey, that'll work. You got any Christmas music? This is Christmas music. It was December 24th on Hollis Ave at the dark when I seen a man chilling with his dog at the park. I approached him very slowly with my heart full of fear. Looked at his dog, oh my God, a ill reindeer. But then I was ill because the man had a beard and a bag full of goodies, 12 o'clock at near. So I turned my head a second and the man was gone. But he must have dropped his wallet back dead on the lawn. I picked the wallet up and then I took a pause, took out the lights and then it Donc, alors, on vous racontait qu'on s'est beaucoup basé sur le hors-série de Rokirama, dont on vous mettra un lien à autant d'endroits que possible. C'est vachement bien, ce serait de l'argent bien dépensé si vous décidez d'acheter ce petit fascicule. Où peut-on le trouver? Où peut-on le trouver? C'est une très bonne question. Non, pas de pub pour les magasins, les gars. Personne ne saura qu'on l'a acheté à la Fnac. Tu peux l'acheter sur le site internet de Rokirama, éviter les intermédiaires ou dans une librairie près de chez toi afin de soutenir et pas de l'acheter à la Fnac comme des gros glands. Mais j'ai essayé, mais je pense que je vais devoir aller à la Fnac parce que j'ai cherché dans plein de librairies et chacun il me dit c'est quoi Rokirama, ils savent pas. Après, si vous êtes en France, ça va être plus pratique. C'est-à-dire Ouais. que nous, on est dans un territoire complexe mais fascinant où il n'y a pas forcément les mêmes choses dans les librairies. La géographie variable. Donc, toujours est-il que je vais faire exactement comme ce que j'ai lu, c'est-à-dire que je vais commencer par faire un petit point sur le scénario, parce que finalement, ça nous permet d'un petit peu de voir d'où vient ce film, pourquoi est-ce que ça nous donne un héros tellement singulier. Et avant de passer à une analyse de la mise en scène que va plutôt vous raconter Maxime, parce qu'il connaît mieux ce sujet-là, je vais vous faire une longue explication
de comment est-ce qu'on est passé d'un bouquin à un scénario, à un autre scénario, pour arriver au film qu'on a vu. Ou pas, d'ailleurs. Si vous ne l'avez toujours pas vu, malgré ce qu'on vous a dit au début, je pense qu'on avait été clair, mais si on en est encore là, d'accord. Partons du principe que vous l'avez vu, écoutez. Parce que ça va être trop C'est ça. long. Enfin, on ne peut pas faire des allers-retours, tout ça. Comme ça, faites un effort aussi de votre côté, quoi. Donc, à la base, il y a un bouquin qui s'appelle Nothing Lasts Forever de Roderick Thorpe, qui a été publié quoi ? Attends, tu peux nous le refaire là, avec ton magnifique Non. accent? Je pourrais jamais le refaire Ah. aussi bien. Dommage. Sorry, c'était son nom. Donc, c'est un bouquin qui date de 79 et qui, en fait, est un livre qui a été... Pardon, 79 pour les Français. Excusez la Belge que Marion est devenue. Ce qui en fait, c'est un bouquin qui a été écrit pour être adapté au cinéma, parce que c'est la suite de The Detective, qui a été un livre du même auteur qui a été adapté en 68 avec Frank Sinatra. Et Frank Sinatra, pas France Sinatra, c'est une personne, pas un pays. Et donc, l'idée, c'était de réécrire un second bouquin pour faire un second film à succès. Ce qui s'est passé, mais en fait, le temps que le bouquin soit écrit et que le film, que la production soit vraiment lancée, il s'était passé pas mal de temps. Sinatra était trop vieux pour reprendre son rôle. Et donc, un premier scénariste, Jeb Stewart, s'est attaqué à l'adaptation de ce bouquin, mais donc en changeant le personnage principal, qui juste ici s'appelait Joe Leland, pour créer John McCain. Et donc... Wow, tu veux qu'on se tape ou quoi? Sérieux, t'as dit John McCain comme les frites. McLean. Ouais, j'ai des problèmes avec les consonnes. Et n'hésitez pas à me recadrer si je fais n'importe quoi. avec les Mr. consonnes. McLean. Est-ce que t'as pas un McLean enregistré dans la boîte à son? McLean. Non, Non. malheureusement. McLean, On a- McLean. Je vais le faire moi. J'ai alors. juste ça. Merde, j'ai pas activé le truc. Voilà, j'ai un bruit de porte. Ok, pas mal. On part sur un bruit de porte. C'était beau. Bien joué. C'était un bruit de Du porte. coup, John McClane. John McClane. En fait, c'est-à-dire que le personnage central de cette histoire, initialement, était donc un détective un peu ombrageux et un vieux type d'une 60aine d'années, puisqu'à 60 ans, on est vieux. Et donc le scénariste, Jeb Stewart, a rajeuni largement le protagoniste, parce qu'en gros, il s'est engueulé avec sa femme. Et donc, il s'est engueulé avec sa femme, il a pris sa bagnole et il a failli avoir un accident de voiture. Donc, il s'est foutu sur la voie d'arrêt d'urgence très vite et il s'est dit « Oh mon Dieu, j'aurais dû m'excuser à ma femme, auprès de ma femme. » Et donc, il s'est dit « C'est exactement ça qui me manquait pour faire un bon scénario. Je vais raconter l'histoire d'un type qui aurait dû s'excuser auprès de sa femme jusqu'à ce qu'une catastrophe l'en empêche. » Donc, voilà, c'est ce truc-là qui fait que à la base, on parlait d'un type d'une 60aine d'années qui allait sauver sa fille. Et là, finalement, le film va être sur un type d'une 30aine d'années qui va sauver sa femme et tous les autres s'il y arrive. Donc, avec ce changement de nom, donc, le personnage reste quand même un petit peu un policier de film noir avec son côté flegmatique et qui vient des polars un peu hard-boiled comme ça et d'une tradition qui n'est pas tout à fait celle du film d'action, mais qui est cousine. On parle bien de la base dans le scénario. À la base, dans le scénario, ouais, je parle du premier scénario, parce que le scénario va beaucoup évoluer. Donc, je finis rapidement avec Jeb Stewart, qui a fait cette première partie du scénario, dont l'idole est Hitchcock, en fait. Et donc, il a très fort construit l'architecture de ce scénario-là comme un film de suspense, comme vraiment un truc où, au début, il y a des bombes qui vont exploser, on sait qu'elles sont là, et on attend de savoir quand est-ce qu'elles vont exploser. Donc, ce truc de film à suspense, d'indice, donne pas mal le sentiment d'un film intelligent qui vient aussi de la façon dont McTiernan filme. Qui? Macti. Il y a plein de mots compliqués. Je suis d'accord, il a vraiment un nom. Pourquoi on fait des émissions sur des gens qui ont des noms tellement compliqués? On va l'appeler John. Macti. Macti, c'est bien. Donc voilà. Donc Macti a une façon de filmer qui rend l'espace très très lisible. Mais le fait de raconter l'espace est déjà assez particulier dans ce tout premier scénario, parce que donc, tout le film se passe dans une tour, Nakatomi Plaza, qui était en construction au moment du tournage. Et en fait, le scénariste est allé faire des tours dans la tour. Il a fait des tours dans la tour? Waouh. Ouais. Jeu de mots. La tour, elle était à Tours ou pas? En France. Voilà. Ok. On peut préciser en fait que Nakatomi Plaza n'existe pas vraiment, mais que c'était Fox. Alors, Fox, putain, on a du mal. Ah. Fox Plaza, qui est donc une tour qui appartient à la Century Fox et qu'effectivement, avant qu'ils la choisissent pour le film, ils se sont basés là-dessus pour aller écrire le scénario et pour vraiment visualiser l'espace de à quoi pouvait ressembler ce genre de tour. Et en fait, le bâtiment est assez central à toutes les étapes du film, on va le voir, parce que le fait qu'il soit un petit peu à la maison
fait qu'ils ont vachement exploité cette tour. Et par exemple, il y a des idées qui viennent très directement de visites qu'ils ont fait là-bas. Notamment, il y a une scène où donc, on voit Bruce Willis faire des allers-retours tout du long du film. Et il y a un petit poster avec une playmate en bikini qui est contre le mur, et devant lequel il passe dans un sens, il repasse dans l'autre. Et ça, c'est un truc que Jeb Stewart a vraiment vu en allant se balader la première fois, où il se repérait en passant devant ce truc-là. Donc voilà, donc ça c'est la première version du scénario. Mais en fait, ce scénariste-là s'est fait virer un petit peu salement par le producteur avant le début du tournage. Oh. Bah si, ça a l'air de cette... Salement. Mais ils s'en veulent pas. on Non, dirait. il n'y a pas de colère, mais tu sens que voilà, enfin... Bah, il lui a dit merci pour tout, mec, à bientôt. Mais en même temps, oui, non, mais après, si... C'était Il a été sympa. poli, il a C'était payé. sympa. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas toujours été payé pour tout ce que j'ai fait. Petite dédicace à qui vous savez, et voilà. Mais Silver Vous avait une bonne reconnaîtrez, raison pour faire ça en fait, parce que lui, effectivement, il voulait un second scénariste qui va être Steven I. De Souza, qui en gros va être scénariste de terrain, c'est-à-dire que lui, il va être sur le plateau et il va adopter ce premier scénario qui finalement tout l'aspect policier du film est dans ce premier scénario. Et ce que De Souza va rajouter, c'est le côté un peu fun. C'est un gars qui est assez fort en punchline, ce genre de choses. Et en plus, il va beaucoup bosser avec Bruce Willis, qui à l'époque est un acteur comique. Donc, il y a pas mal de choses qui vont... le ton du film, en fait, devient beaucoup plus léger parce que donc il y a Silver qui le demande, parce qu'il y a De Souza qui aime bien faire des vannes, Bruce Willis aussi, et que McTiernan, le réalisateur, lui aussi demande. Il y a certains points, par exemple. À la base, c'est une histoire avec des terroristes, et pour McTiernan, c'est plus intéressant et moins glauque si c'est pas des terroristes, mais c'est des braqueurs qui se font passer pour des terroristes. Donc il y a pas mal d'ajustements qui se font un petit peu comme ça sur le terrain. Il y a aussi que Bruce Willis va quand même très fort façonner le personnage, puisque déjà, alors que c'est un rôle qui a été refusé par Schwarzenegger et par Stallone, parce que c'est pas le héros invulnérable classique. Et Bruce Willis va ajouter un peu son côté mec normal, même si bon voilà, il fait quand même vachement de pompes et de trucs comme ça. Il va ancrer un petit peu plus le truc, sachant que voilà, c'est déjà quelque chose qui était présent dans le scénario et sur lequel il continue de bosser avec De Souza. C'est parce que tu parles de Bruce Willis, pour ajouter, même si j'avoue que je pensais pas en parler, mais c'est hyper bizarre en 88 de caster Bruce Willis pour un rôle de film d'action. C'est-à-dire que pour, à mon avis, les gens qui nous écoutent, qui ont plus grandi encore, on était déjà grands, mais Ou vieilli, ou vieilli, voilà, exactement, on vieillit. Parce si vous êtes des vieilles personnes. Ça nous arrive. Si vous vous rappelez de la saga Expendables de Stallone, il semblait important pour Stallone de placer Bruce Willis dans sa saga, parce que Bruce Willis est devenu un héros d'action. Par la force donc, des choses, surtout aussi. Hein. Voilà, j'allais dire du coup, c'est qu'au final, que quelqu'un comme Stallone voit Bruce Willis comme un héros d'action aujourd'hui nous semble absolument pas bizarre, parce que Die Hard est sorti, mais à l'époque, Bruce Willis était même pas, on va dire, même physiquement, n'était pas physiquement castable pour un rôle d'action. Parce qu'on dit, oui, il a fait des pompes et tout, il s'est un peu préparé. Il faut savoir qu'avant, il faisait vite fait de la musique, il avait fait 3 longs métrages qui n'avaient pas marché, et une série qui s'appelait Clair de Lune, c'est ça? Ouais. Que j'ai pas vu d'ailleurs, et où en fait, il faisait C'est des un rôles soap, comiques. quoi. Ouais, mais Voilà. Donc, il du coup, tournait dans quand Clair de Rôle. on arrive, pardon, Clair de Lune, quand Bruce Willis il le caste, déjà c'est très tard dans le processus. Ils doivent tourner entre 2 saisons. Enfin, genre il y a un truc où Il tourne de nuit en fait. en Et plus, du voilà, coup, il faisait le Clair de Lune le jour. C'est ça, je sais plus l'anecdote. Oui, voilà, il faisait Clair de Lune le jour, ce qui est ironique. Et il faisait d'ailleurs de la nuit. Et en Oh, fait, ça devait être dur à tenir, ça. comme ils avaient un emploi du temps de malade, C'est la coke. ils ont aussi vachement réécrit le film pour donner plus d'importance aux personnages secondaires. Donc Holly, la femme de McClane, et Hans Gruber, qui est joué par Alan Rickman. Comme ils avaient eu des super castings, ils ont pas mal modelé le film pour avoir des personnages secondaires assez forts. Et c'est aussi le cas d'Argyle, qui est le conducteur de limousine qu'on a entendu tout à l'heure. Le flic. Le flic aussi, dont j'ai pas noté le nom, mais voilà. C'est Reginald Johnson. Reginald. Je vais vérifier, Vas-y. mais je pense que c'est ça. Continuez, allez-y. Très bien. Donc tout ça pour dire que voilà, De Souza finalement, même si c'est pas lui qui a scénarisé la mécanique du film, c'est à lui qu'on doit très fort le ton du film. Et il y avait une réactivité qui était voulue par Silver et ça a très bien marché parce que par exemple, apparemment il a chopé Alan Rickman qui faisait le con et qui faisait semblant d'avoir un accent californien. Et comme ça l'a fait rire, ils ont rajouté une scène où il y a du coup Alan Rickman qui fait semblant d'être californien et qui, pour tromper John McClane, machin. De la même façon, la scène culte que tout le monde a vue plein de fois avant d'avoir vu le film ou quoi, où donc John McClane passe dans un conduit d'aération en marcel taché. Ça, c'est une des grandes images du cinéma récent, finalement.
C'est Oui. vrai. Et donc, Avec un Zippo d'ailleurs, je crois. Il s'éclaire Ouais. au Zippo. Et en fait, tout le texte que dit Bruce Willis à ce moment-là, normalement, il n'y avait pas de texte. Mais en fait, ils se sont aperçus que Bruce Willis mettait beaucoup trop de temps à aller d'un point A à un point B, donc il fallait meubler. Et donc, voilà, c'est moitié impro de Bruce Willis, moitié des Souza qui lui soufflaient des conneries en même temps. Donc, voilà, ça... C'est-à-dire qu'il y a toujours cette différence entre des blagues qui sont écrites 6 mois avant dans un studio ou une cave et des blagues qui sont inventées sur le coup. Et c'est Taika Waititi qui est le réalisateur de Thor Ragnarok et dont je vais parler à tous pas les lui. épisodes. Je suis désolée. Et qui disait que pour lui, voilà, ce qui était rare mais vachement bien quand on arrive à le faire dans des blockbusters, c'était voilà, de pouvoir rajouter des blagues qui ont été trouvées maintenant et qui ont de l'intérêt au moment du tournage. Et visiblement, ça, ils ont pu le faire. Et du coup... Sachant, je tiens à ajouter là-dessus justement un truc, c'est qu'il y a une forte chose dans le film, et c'est vrai que ça influence un peu du coup la mise en scène, ça parle vraiment plus de McTiernan et de sa logique de filmer, mais tout ceci est possible parce que McTiernan a une fascination pour les gens qui réfléchissent en direct. C'est-à-dire que dans un film d'action classique, il y a 4 ennemis, le héros tape dans la porte, il tire sur les 4 et puis il fait bang bang, punchline, tout le monde rigole, fin de la scène d'action. Chez McTi, ça va plus être putain, donc le mec arrive, voit 4 ennemis, il se planque. Merde, il y a 4 ennemis, qu'est-ce que je vais faire? Plan sur un conduit d'aération. Je pourrais passer par ce conduit. Tu vois, bon, je dis de la merde, mais Non, en non, gros, mais oui. il permet aux gens de parler parce qu'il met le héros dans une situation dans laquelle pourrait être le spectateur de se dire putain, qu'est-ce que je vais foutre? C'est complètement fucked up ce qui se passe. Donc il y a plein de moments où Bruce Willis est tout seul. Ça fait de la 3/4 du temps, il est tout seul avec un talkie. Et du coup, c'est la technique, nous, on nous a pris ça en scénario à l'école, c'est parler à son chien, quoi. C'est par exemple, pour un truc que vous avez déjà tous vu, sans doute, Mimi Mati, dans Joséphine l'Ange Gardien, passe sa vie à faire ça. C'est-à-dire que, donc là, parce que c'est pauvre, je trouve, mais c'est-à-dire qu'elle voit 2 personnes se tirer la gueule, elle fait ah, bah dis donc, ils ont pas l'air copains, ceux-là. Voilà. Bon, ça, c'est chiant, mais du coup, elle parle à son chien. À qui elle parle à personne. Donc, c'est une technique de scénariste de faire ça pour distiller des informations, de faire parler les personnages tout haut. Dans le cas de McTi, on peut le faire via justement ce genre de scénariste et d'acteurs, à mon avis, coopératifs comme Bruce Willis, parce que justement, il a besoin de cet espace de réflexion. Et du coup, en plus, ça crée un personnage à Bruce Willis qui est hyper attachant parce qu'il fait des blagues, parce qu'il est sympa, quoi. Enfin, on dirait. Et c'est son j'imagine. côté acteur de sitcom, en fait, qui effectivement était... Oh, pardon, attends, avant de continuer ça, je viens de vérifier. C'est Reginald VelJohnson. D'accord. Ça devait être un néerlandais, bref. Donc, en tout cas, c'est intéressant parce que ce truc qui est finalement assez anecdotique, qui vient juste du fait qu'ils n'ont pas réussi à avoir les stars d'action qu'ils voulaient, donc ils ont pris ce type qui était là, qui était Bruce Willis, et qui donc a rajouté le côté sitcom, a vachement donc amodelé ce héros, et le héros John McClane est devenu un modèle de la même façon que le film Die Hard est devenu un modèle. Et c'est, à mon avis, ce qui explique aussi à quel point ce modèle-là est durable, c'est que en fait, la création de ce personnage c'est un résumé très express de la création du genre film d'action. C'est-à-dire que c'est une couche de détective de film noir, une couche de Cary Grant dans La mort aux trousses, qui est l'ancêtre, et qui est vraiment le film d'Hitchcock, qui est séminal pour tout ce qui viendra le genre de l'action, avec par-dessus une couche de trentenaire normal qui fait des blagues dans une sitcom. Et la dernière petite cerise sur le gâteau, c'est le côté cow-boy, un petit peu vigilante, un petit peu boy scout quand même. C'est quoi, t'entends quoi par vigilante? Super-héros, mais un peu genre contre la loi, surtout. Ouais, genre enfin, Batman à ses débuts. le type qui fait sa justice lui-même, en fait. Alors Ah que oui, là, d'accord. c'est un flic. Ok. Donc, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est un flic qui... Attendez, non, je vais m'en occuper. Enfin, c'est... Ouais. Punisher, c'est Punisher. D'accord, ok. Non, mais C'est oui. c'est pas tout à fait l'expert comme peut être un Tom Cruise qui, lui, travaille au sein d'une association mais qui va le trahir, mais machin. Là, le vigilante, c'est le type qui fait suffisamment confiance à ce qu'il sait d'un point de vue moral ou quoi que ce soit pour se mettre au-dessus des lois et au-dessus des procédures. des procédures. Et donc, justement, le petit moment qu'on va écouter parle exactement de tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est génial. Puisque donc c'est Hans Gruber, donc le méchant qui est au Talkie-Walkie avec Bruce Willis, le gentil. Et donc ce qui se passe, c'est que ils vont donc McClane sait qui est Hans Gruber ne sait pas qui est McClane, et donc il y a cette espèce de petite tension qui se fait au téléphone, à la radio. On peut le dire, je crois que c'est la première fois qu'ils se parlent dans le film. Oui, ils se C'est la parlent première pas. fois qu'ils Ils se parlent avant en de se direct, voir. ouais. Ils se parlent avant de se voir. Ils se parlent avant de se voir et je crois qu'il vient de fumer un mec. Ouais. Oui, c'est ça. Il a buté un des méchants
Et donc là, il a réussi à avoir le boss au téléphone. Il en a buté plusieurs d'ailleurs. Non, Il- pas à ce moment-là, je crois. Ah si, il en a buté plusieurs. D'ailleurs, il le dit dans la séquence. Non, il a juste tué dans le scénar. Il y a un mec, ils entendent du bruit, ils font monter un mec. De Ah mémoire, hein. Il arrive, et c'est là qu'il y a le fameux plan où il dit drop the gun, dickhead. Il y a une Ah, bagarre, oui. pam pam, il le fume, il l'attache dans l'ascenseur. Et là, du coup, il se parle au Toki en mode qu'est-ce que vous avez, tu vois, c'est vous qui avez fait ça Ah et tout. oui, oui, Et il fait d'accord. ouais, c'est moi d'ailleurs, je vais tous vous niquer. Donc du coup voilà, c'est cet extrait. D'accord. Voilà. Mais c'était Je très... crois. Donc, l'extrait que est c'est en là. anglais, donc il se traduit en français par ouais, c'est moi, je vais tous vous niquer. Traduction par Jean-Luc Damblard. merci. Check on all the others. Don't use the radio. See if he's lying about Marco and find out if anyone else is missing. Mr. Mystery Guest. Are you still there? Yeah, I'm still here. Unless you want to open the front door for me. I'm afraid not. But you have me at a loss. You know my name, but who are you? Just another American who saw too many movies as a child. Another orphan of a bankrupt culture who thinks he's John Wayne, Rambo, Marshall Dillon. I was always kind of partial to Roy Rogers, actually. I really like those sequin shirts. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker. Je l'imite bien ou pas? J'adore Bruce Willis. Qui Bref, se traduit en français par bienvenue à la fête, camarade. camarade. C'est donc c'est vrai que l'arrière du Rokirama, ils ont mis ça, ils auraient pu le laisser en VO les gars, mais Non, c'est beaucoup mieux, camarade. camarade, ouais, ça fait référence au fait que les méchants sont allemands. Le Probablement bienvenu à la fête, communistes, camarade, c'est mais- pas à ce moment-là. Hein. Il traduit pas ça par ça. Hein. Il Oh, dit, ça va alors. il dit Ou alors, yippee-ki-yay, si c'est pauvre pour con, hein. venir Prends- avec Oui, il dit des yippee-ki-yay, informations pauvre con. exactes. Tu sais que je l'ai jamais vu en VF d'ailleurs. Le bienvenu à la fête, camarade, c'est J'ai vu en quand, espagnol, quand par il contre. balance, je crois, un cadavre par-dessus la fenêtre sur la bagnole du flic, et ensuite Oui. bienvenue à la fête, camarade. Tu vois, et c'est à ce moment-là qu'il hurle. C'est vrai. Donc Ah voilà. bah alors là, on vient de se prendre Quand on dit que. une hein, putain de peignet par Monsieur Kondorat Pouls. ah là, ça a été Je l'ai quand même vu direct. 2-3 fois aussi ce film, je le connais bien. Et moi, je l'ai vu 2 fois en 6 mois, mais en anglais. Ah bah voilà, Ça moi me- je l'ai vu dans les deux langues. Pour Moi être j'aime sûr. pas en français, Waouh. j'avoue. Mais, Parce que j'aime quand même bien le mec qui fait la voix de Bruce Willis, même si c'est une voix de merde, je sais. Ah, il est que- un peu comme ça, le gars qui fait Bruce Willis en français. Voilà. Oh là là, ma femme est coincée dans le bâtiment, je sais vraiment pas comment Je aller suis l'aider. une mouche dans le lait, mon cher. Alors je ne connais pas ce doubleur, mais si jamais il entend le podcast, qui est très peu probable, nous le saluons bien bas. On peut demander son nom à internet, sans doute qu'on nous dira. et je- Non. Je vais faire ça, vas-y. pourrais m'excuser. Fais ton truc, je vais chercher qui c'est. Alors donc, moi de mon côté, je vais plus vous parler, on va dire, de la fabrication de Die Hard en tant que donc, objet film, c'est-à-dire au moment où le scénario est là, même si bon, le scénario s'est retravaillé pendant le tournage, et bien ils ont dû commencer à tourner. Donc volontairement, on va pas forcément vous parler du contexte dans lequel tout ça se passe, pourquoi McTiernan arrive sur le projet, machin, mais vraiment de comment Die Hard en tant qu'objet a été fait. Je vois que oui, on a une info. Donc, le monsieur s'appelle Patrick Poivet. Il est né en février 1948. Patrick Poivet Et d'Aver. non seulement il double Bruce Willis, mais il double aussi Kyle MacLachlan. Putain, tu crois que c'est lui? Oh là là, c'est Il beau a ça. également été la première voix récurrente de Tom Cruise et Mickey Rourke. Ouais, dans le premier Mission Impossible. C'est Donc lui. en vérité, je peux juste fermer ma gueule. et Ouais, dire tu peux, bravo, ouais, Patrick. franchement. Moi, je respecte ce gars. Hein. Tous Ouais, les c'est- doublages français de cette période-là Ouais. avec lui. ils Oui, sont c'est bons. vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est très dur, je crois, parce que. Oui, non, oui, là, je me sens vraiment bête. Là. Je vais y aller, non Bah, excuse-toi, Attendez, excuse-toi. J'y vais, je me casse, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas vrai, je suis pas parti, ok. Donc, du coup, pour revenir à ce que je disais sur donc, la mise en scène de Die Hard, on va vraiment vous parler de la façon dont le film s'est construit, qui en fait est un peu particulière, on va dire, pour l'époque, dans le sens où on vous en a vite fait parler dans l'épisode, je crois que c'était le premier sur les Marvel, non, c'était celui sur les adaptations encore avant. Vite fait un schéma qui dit que voilà, il y a une période aux États-Unis qui correspond à la fin des années 60, début 70, où donc ils se mettent à tourner dehors, hors des studios, faire des petits films, enfin des plus petits films qui coûtent moins cher, qui peuvent ramener plus de gens. On mise sur une sincérité de metteur en scène, pas sur un gros budget. Puis après, des mecs comme Lucas et Spielberg arrivent, ils réinventent cette façon de tourner en studio et commencent à tourner des blockbusters. En fait, c'est là que le terme va naître. Là, on est en 88, on est donc bien après, je veux dire, le retour de cette phase, et on est plutôt d'accord pour dire que les gros films se tournent en gros studio. Enfin, en tout cas, les intérieurs, quoi. Et ici, ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, donc, on va placer l'entièreté de l'intrigue dans une tour, et on l'a évoqué tout à l'heure, cette tour existe vraiment. C'est-à-dire que c'est la Fox Plaza, qui est donc une tour qui appartient à la Fox.
Donc l'entièreté des plans, bon, à part les plans truqués qui vont être faits notamment sur maquette ou en studio du coup pour les besoins on va dire des effets spéciaux, la majorité du film va vraiment se réaliser dans cette tour. Et c'est beaucoup en fait dû à la volonté indirecte de McTiernan mais surtout de Jan de Bont qui est le chef-op. Alors j'avoue que j'ai pas pris la filmographie avec moi d'Jan de Bont, mais entre autres, les vrais savent, il a réalisé Speed. Et c'est cool. Et c'est le chef-op à l'époque surtout de Paul Verhoeven. Et John McTiernan, pour ne parler que de lui, donc réalisateur du film, est assez influencé par le cinéma d'auteur européen. Il a notamment expliqué plusieurs fois qu'il a vraiment découvert la façon dont les films se faisaient en regardant de nombreuses fois La Nuit américaine de Truffaut dans des cinémas à Paris. Il a jamais caché son admiration pour le cinéma de Bernardo Bertolucci. Et donc on se demande, tiens, comment ça se fait que cette espèce d'intellectuel se retrouve à la tête d'une grosse production comme ça. C'est une question à laquelle on ne va volontairement pas répondre, mais qui en fait amène à la présence de Jan de Bont et du monteur qui est Frank Urioste. Alors je sais pas comment on prononce son nom, mais c'est ça son nom, mais peut-être Urioste, je sais pas. Et ces deux personnes en fait sont donc le monteur et le chef-op de Paul Verhoeven, et il veut les ramener pour justement capter quelque chose qu'il lui considère de plus réel. C'est-à-dire que là on parlait du scénario, par exemple, l'idée que Bruce Willis ne correspond pas au canon standard des héros d'action vient aussi de cette espèce de volonté de raconter quelque chose à hauteur d'homme. C'est-à-dire que voilà, concrètement, on est tous un petit peu John McClane. On peut tous être John McClane. Je suis fier d'avoir dit ça devant des gens. On peut être John McClane, on ne l'est pas forcément. On peut devenir John McClane. Et c'est ça qui est très fort avec le film, en fait, c'est qu'il replace peut-être un petit peu comme John Ford ses héros au milieu de la diversité sociale. Ce ne sont pas des symboles ou quoi, ce sont des vrais gens. Et Jan de Bont à la captation va beaucoup aider, notamment parce qu'il veut tourner donc dans la tour. Il y a plein de moments assez savoureux dans son interview dans le Rokirama où la décoration, le décorateur, j'ai oublié son nom par contre, c'est Da Silva quelque chose, je sais plus si t'as le truc sur toi, mais il lui dit ouais, si tu veux, pour la lumière on peut construire, on peut reconstruire un étage en stud, ou on peut péter ce mur pour se mettre un projo, et vraiment de Bont dit non ça m'intéresse pas, genre je veux garder la vraie structure. Jackson de Govia, donc pas Da Silva du tout, c'est à cause de Ladis que je dis ça. Bonjour Ladis. Jackson de Govia. Donc du coup, il y a une forte volonté de Bont de tourner en décor réel. Et ce qui est très drôle du coup, c'est que c'est des techniques, on va dire, enfin pour résumer, européenne, quoi. C'est-à-dire que ça vient notamment de mecs comme justement Truffaut, dont McTiernan est un peu fan, de Godard. Ce sont des mecs qui veulent tourner vraiment dans des décors réels, veulent aller dans la rue avec les caméras, veulent tourner dans les vrais appartements, et du coup, ils se servent de l'environnement comme, on va dire, comme élément narratif, et il y a vraiment de ça dans Die Hard, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment se servir de l'espace présent comme un élément de narration. Et du coup, cette caméra va vraiment voyager dans cet espace pour que nous comprenions comment est conçu l'espace, et même si on ne le comprend pas aussi intelligiblement qu'un dialogue, on le ressent vraiment. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple les 20 premières minutes de Die Hard, très vite vous savez où est tel étage, que telle baie vitrée donne sur tel truc. Tu te relis très vite les éléments entre eux par plein de détails, et notamment par exemple monsieur Nakatomi qui se fait buter au début du film dans une salle, et il y a du sang qui va gicler sur la vitre, et ben on reverra cette vitre plus tard. Ouais. D'un autre point de vue, et tu recalcules que c'est cette vitre-là parce que notamment le son est resté, parce que la caméra a transité de là à de là, donc tu sais que là-bas c'était tel bureau qui donne sur tel truc, et en fait on va dire que sciemment cette tour est utilisée comme elle est, comme elle était rendue en tout cas, pour que nous comprenions cet espace, et c'est beaucoup dû à la volonté de Bont aussi de tourner en décor réel. Ça pose plein de problèmes techniques, notamment en termes d'éclairage, parce que du coup c'est-à-dire qu'il doit maintenir un niveau suffisant à l'intérieur pour que ça matche avec l'extérieur. Je sais pas comment je peux expliquer ça vraiment clairement, j'avoue, pour les gens qui ne sont moins techniciens. Match, ça veut dire correspond. Voilà. Oui, ouais. Merci Nils, c'est une fin d'émission, bonsoir. Non, Mais oui, moi ça m'avait pas mal impressionné parce que du coup, pour le coup, moi j'y connais pas grand-chose à ce boulot-là que fait ce monsieur qui met les lampes dans les films, alors que toi, comme des fois tu mets les lampes dans les films. Les films pour des gens comme Jan de Bont, moins prestigieux, désolé les gars, mais voilà. C'est un peu ça. Oui, il expliquait qu'en fait, si justement il pouvait après, au moment de filmer, avoir de l'improvisation et avoir des changements un peu de dernière minute. En termes de caméra, j'y arrive. Moi, je parlais vraiment plus de lumière là. Oui, mais justement, les lumières sont toutes. Oui, c'est vrai. Toutes les sources sont dans le champ, c'est-à-dire que c'est pas un projecteur qui est hors champ qui éclaire un truc, c'est tous les endroits qui font de la lumière sont dans le champ ou en tout cas sont filmables. Et il racontait que même pendant le tournage, les gens savaient un peu pas où se foutre sur le plateau parce que tous les endroits étaient filmables. Ils essayaient de rester super légers pour pouvoir filmer partout et donc pour cacher en gros toute leur lumière et tous leurs éclairages dans
dans la mise en scène. Et c'est intéressant de deux façons. Je vais aller vite, je suis désolée, c'est ta partie. Non, pas de souci, vas-y. Il y en a une qui me fait penser à ce que tu me racontais quand tu avais filmé un truc en noir et blanc qui devait ressembler à un film noir, où en fait il fallait booster à mort les contrastes Ouais. pour que les choses soient très lumineuses ou très noires. Et il racontait que lui, il avait aussi bossé comme ça. Et donc on revient à ma thèse comme quoi finalement, est-ce que c'est pas un film noir ? Non. Mais par contre, c'est vrai qu'ils font effectivement des forts contrastes parce qu'après, ils rattrapaient, je sais pas bien comment l'étalonnage, mais ils rattrapaient parce qu'ils voulaient pas que la nuit dehors soit toute noire. Ils voulaient que Ouais. ce soit bleu foncé. Oui, Et oui. donc en fait, Oui, les je choses l'explique devaient après. être très sombres aussi à l'intérieur, justement pour ce truc de rapport entre le dehors et le dedans. En fait, il explique, mais du coup, c'est vrai que pour le coup, même des gens du coup comme moi sortis d'école de cinéma il y a pas longtemps, c'est un truc qu'on n'a jamais véritablement connu puisqu'on tourne plus en pellicule à moins d'avoir un projet spécial, on va dire, qui le nécessite. Mais il faisait ce qu'on appelle flasher un film. Donc c'est-à-dire que concrètement, dans une caméra, il y a donc une bobine dans un magasin. Le magasin, c'est ce qui donc contient la bobine qui se met sur la caméra. Et cette caméra va être exposée, on va dire, à un taux d'images par seconde. Par exemple, le taux en cinéma qui nous rend l'image, enfin le mouvement imperceptible à l'œil, c'est 24. Donc, du coup, ils exposent donc 24 fois la pellicule par seconde. Tout ce petit tchic comme ça que vous entendez, c'est ça. Et l'idée, c'est que donc la pellicule s'expose au moment où on allume la caméra et flasher le film, c'est l'exposer une fois avant avec un éclairage neutre. Et du coup, c'est en gros exposé sur une exposition. Donc c'est faire une émulsion d'une émulsion. Et donc en gros, ça permettait, comme vient de le dire Marion, de ce qu'on appelle du coup en lumière déboucher les noirs pour éviter d'avoir des noirs trop profonds. Ce qui du coup, je sais plus, leur permettait de faire quoi, j'avoue. Mais c'est juste qu'ils trouvaient ça moche en fait. Et Oui, les c'est- noirs trop profonds, c'est vrai. et ça me fait penser à maintenant toutes ces séries qui sont dans le noir. Enfin, je sais pas, sûrement peut-être aussi les films, mais les séries, c'est particulièrement visible parce que moi, je les regarde sur un Mac et du coup, ils ont ces putains d'écrans brillants qui font que, par exemple, quand tu regardes Game of Thrones, tu vois rien parce qu'ils font des noirs qui sont des vrais noirs et ils font des clairs-obscurs où en fait, effectivement, tu as un tiers de l'écran qui est éclairé et le reste est un vrai noir. Et lui, il disait que, voilà, typiquement, genre des filles, il trouvait ça d'une laideur sans nom. Et c'est vrai qu'on n'a pas ça dans cette esthétique-là. Et que oui, il n'y a pas de vrai noir. Et bon, ce qui est logique pour un film qui est tourné comme ça que la nuit et qui donne une esthétique aussi. Alors, ce qui est assez drôle du coup aussi, c'est que pour parler de lentilles, donc de Bond, tu as dû tourner avec donc les pellicules à l'époque pour les gens qui font un peu de vidéo étaient exposées à 100 ASA, donc c'est à peu près l'équivalent donc de 100 ISO, ce qui est donc ridicule quand on pense aujourd'hui qu'un A7S par exemple qui est un petit appareil photo peut monter à je sais pas combien 12 000 ISO pour filmer la nuit sans problème, sans avoir trop de bruit. Ici c'est l'enfer, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient absolument rien, donc ils sont dû éclairer comme des porcs pour voir quelque chose. Et donc l'idée en fait de mettre les lumières dans le champ a créé, via les lentilles qu'ils ont utilisées, qui sont je sais plus quelle série de quelle lentille j'avoue, c'était des séries avec imperfection, c'est les séries E, mais je sais plus de quelle marque. Ça a en fait créé pas mal de lens flare. Ce qui est très drôle aussi, c'est que nous, de cette génération un petit peu vidéaste, numérique, les flares, c'est devenu hype de faire des flares, de faire déconner des optiques. À Merci l'époque, J.J. Abrams. bonsoir, mais avant lui, avant Spielberg, enfin, Oui. en même temps. Et c'est lui qui abuse surtout. L'idée, c'est que à l'époque, on évitait les flares. Dans les années 80, c'était une optique qui merde. Il fallait que tout soit lisse. Et du coup, McTiernan se dit, bah non, au final, on va utiliser les imperfections des lentilles pour raconter quelque chose de notre environnement. Et donc, il y a énormément de lumière dans le champ qui flaire, notamment dans cette séquence où Hans Gruber se retrouve face au coffre ouvert. Parce que donc du coup, pour vous résumer un peu ce qui se passe, les terroristes font passer pour les terroristes et en fait, ils veulent juste gagner du temps pour en fait avoir le temps de percer un coffre assez dur à percer. Non, et aussi, il y a... c'est un truc qui fait aucun sens quand tu le regardes de l'extérieur, mais il y a un truc où il y a des ordinateurs. Alors, c'est super drôle parce qu'il y a des ordinateurs et c'est genre, ouh, la technique. Mais en gros, ils veulent que le FBI mette en place leur plan antiterroriste parce que leur plan antiterroriste, pour une raison... Leur fait couper le courant. Leur c'est fait ça. couper le Oui, courant. c'est ça. Et donc, ils ont besoin qu'ils fassent couper le courant. Et c'est qu'une fois qu'ils ont réussi à convaincre les flics que c'est des terroristes, que les flics coupent le courant, enfin que le FBI coupe le courant. Et c'est là seulement qu'ils Que le peuvent coffre peut rentrer. s'ouvrir, c'est Ouais. ça. Et donc une fois que le coffre s'ouvre, on a une scène donc, où Alan Rickman, Hans Gruber se retrouve face au coffre qui s'ouvre. Et là, notamment, on a un des plus beaux flares. Attendez, je sais pas tout de suite. On a un des plus beaux flares de l'histoire du cinéma. Donc voilà. Alors j'avoue que sur la technique, à part
c'est l'histoire de photos. Je vous avoue qu'on va peut-être couper ce moment au montage parce Non, que je ne sais plus très bien ce que je vais raconter. mais il y a un en truc fait. de photo qui est intéressant, c'est que je regardais un bout de masterclass en qualité un peu naze sur YouTube, mais McTiernan qui parlait de son boulot, et c'est toujours bien, parce qu'en fait, il a été beaucoup invité en France, c'est-à-dire que autant aux États-Unis, pour des raisons sur lesquelles on va revenir, Ah, j'ai retrouvé ce que je veux dire, il a un petit peu perdu sa réputation et c'est un Exact. peu compliqué pour lui. Par contre, les cinéphiles en France sont, enfin, cette nouvelle génération de cinéphiles à la Jean-Baptiste Toré et compagnie qui sont à fond sur les cinéastes de genre, le mettent vraiment à l'honneur. Il a été invité à la Cinémathèque, tout ça. Donc, dans un de ces événements où il était en France, il racontait que lui, il évitait vraiment de faire plein de coupes dans ses films et qui disait qu'à la base, c'était pas forcément seulement un choix esthétique, c'est aussi qu'il s'arrangeait pour pouvoir filmer les choses de loin et pendant longtemps et pouvoir faire bouger sa caméra plutôt que de refaire la scène 3 fois, de couvrir la scène, donc de filmer avec 3 caméras différentes sous 3 angles différents et de refaire le puzzle à la fin. Lui, ce qu'il préfère, c'est avoir donc un décor qui peut être filmé dans tous les sens et où finalement c'est la caméra qui va bouger et qui va pouvoir aller où elle veut. Et aussi, donc, il utilise des caméras, ça lui permet d'utiliser des caméras où il peut voir les choses un petit peu de loin parce qu'il ne va pas y avoir 4 autres caméras dans le champ et des types qui tiennent des lampes et des choses comme ça. C'est vrai que le dernier truc du coup ajouté avant de passer à notre interlude musical de choix, c'est effectivement une anecdote qui est assez drôle par rapport au syndicat des caméramans aux États-Unis, qui est en fait l'idée que en Europe, on va dire, enfin, en tout cas j'ai été, on va dire, élevé comme ça, les chefs opérateurs sont cadreurs de leur film parce qu'ils voilà, ils tiennent la caméra, ils font la lumière, ils sont aux premières loges, je veux dire, pour voir le film. Aux États-Unis, il y a des chiés de caméramans parce qu'ils tournent dans plusieurs caméras qui donc suivent, on va dire, des protocoles, notamment de marque au sol, de répétition assez précises pour savoir ce qu'un acteur fait dans une scène. Et du coup, McTiernan veut aussi bosser avec De Bont parce que c'est quelqu'un qui a un rapport organique, on va dire, à la caméra parce qu'il la tient lui-même et il bouge avec un peu comme il veut. Il aime bien que les choses soient movibles, quoi. Donc souvent, il dit De Bont, il met ça sur une grue et en fait après, il bouge comme il veut avec, il la tient comme un long bras articulé et il va chercher ce qui l'intéresse dans la scène. Donc en soi, il doit faire corps avec la machinerie en tant que chef-op. Et du coup, il intègre et la machinerie et la caméra au cœur du processus de narration. Et c'est pas juste un outil pour filmer ce qui se passe. Donc en gros, on va dire que la caméra est aussi importante que les acteurs. Or, McTiernan, quand il en parle, laisse l'impression que les acteurs sont importants parce qu'ils peuvent aller où ils veulent sur le plateau. Donc en soi, pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, c'est assez dense. Ils éclairent partout pour que tout soit exploitable. Et de là, on va dire, le cadreur, donc chef-op ici, participe, on va dire, à un ballet avec les acteurs. C'est assez drôle, par exemple, quand on pense, pour faire un petit parallèle pour ceux qui ont plus grandi que ça, que 24 heures chrono, comme série, par exemple, a totalement épousé ce mode de fonctionnement, à 2 caméras du coup, parce qu'il devait faire des split screens évidemment, mais c'était, voilà, on tape l'éclairage et ensuite les acteurs bougent dans la pièce et le cadreur court partout. Si vous voyez, il y a un très très chouette making-of de d'ailleurs, j'ai pas vu, mais de 24 heures chrono, si ce genre de technique vous intéresse, dans la 5e saison. Et en DVD, on voit un petit peu comment ce genre de gens fonctionnent. Et voilà, pour ceux qui, je sais pas, aiment bien découper, aiment bien la façon dont les films sont faits, ça peut être une bonne idée. Je vois que tu tressailles d'impatience à l'idée de me dire quelque chose, Marion. Oui, Quel non, est-il ? c'est juste pour t'inviter à finir ton anecdote sur leurs problèmes avec le syndicat des caméramans. Ah, c'est vrai. C'est que du coup, comme De Bont était derrière la caméra, les caméramans qui en fait sont censés juste aux États-Unis recevoir des instructions et aller de telle marque à telle marque, n'étaient pas capables de faire, n'étaient pas capables d'improviser parce qu'ils sont pas formés pour ça. Et donc en fait, c'est De Bont qui est censé être leur supérieur qui était derrière la caméra. Du coup, ils se retrouvaient plus ou moins, ils avaient plus rien à faire et en fait, ils ont payé des amendes pendant tout le long du tournage parce que justement leur caméraman avait pas de taf parce que c'était le directeur photo ou chef opérateur, C'est quoi la même chose. C'est la même chose. C'est la même D'accord. chose. Donc c'était ce type qui faisait tout à leur place en fait. Je vais vous laisser avec un petit interlude musical. J'espère que vous aimez les chants de Noël et les hommes bien peignés. Voici Let It Snow version... Von Monroe. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm.
my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Alors, maintenant, je vais plus vous parler, on va dire, du sens, de ce que Die Hard veut dire pour moi. C'est un peu perso, j'avoue, mais Waouh. non, c'est juste que... Est-ce que tu veux encore parler d'anecdotes de masturbation comme quand c'était les super-héros ou... non, je peux pas. Ça balance, pardon. Je peux pas parler. Pas tellement, tout le monde l'a Non, entendu. c'est Je vais pas parler de ma c'est bite dans à le chaque domaine fois. public. Non, c'est juste que il y a un moment où quand on sort des études secondaires et qu'on arrive en école de cinéma, on a un peu moins de 20 ans, on regarde beaucoup de films dits d'auteurs en disant tiens, ça doit sûrement être ça le bon cinéma vu que c'est celui dont tout le monde parle. Et en fait, je trouve que se trouver un style là-dedans est parfois difficile parce qu'on a de temps en temps quand même le poids écrasant de l'histoire sur nos épaules, en train de se dire tiens, tout a été fait. Et je trouve que une des plus belles promesses d'espoir que j'ai vis-à-vis du cinéma, c'est le cinéma de McTiernan, qui pour le coup n'est pas un cinéma récent non plus, puisque Die Hard a 30 ans, on l'a dit en début d'émission. Mais ce que j'aime bien, c'est, pour paraphraser quelqu'un que j'aime beaucoup, Benjamin Viré, c'est un film à véhicule. Et j'aime bien cette image, en fait, c'est pour ça que j'utilise, parce qu'au final, peu importe de quoi parle Die Hard et qu'est-ce qui a été écrit pour Die Hard, l'idée que McTiernan mette la caméra et le regard des spectateurs au centre de l'histoire, ça lui permet de raconter pas autre chose que le scénario, mais quelque chose qui l'intéresse lui plus que l'histoire elle-même. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de lecture du film. Pour faire simple, il y a l'histoire, il y a ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez voir, si vous voulez, devant Die Hard, un film de braquage avec des gentils, des méchants, même si c'est un bon film de braquage, c'est un film de braquage. Ça reste, on va dire ça, quoi. Pas pour être méchant, mais à un niveau simple de Rien de narration. méchant avec... Ce que je dis, c'est juste un film de braquage. C'est ça qui peut être méchant, c'est que je le réduis, c'est pas vrai. Ça peut rester à ce niveau-là un film de braquage. On respecte les films de genre. Parce que bien sûr, moi j'aime bien le genre, j'aime bien tout ce qui est différent, coloré. Mais il y a une ou narration qui va au-delà du récit, c'est ça que... Et non, c'est justement, c'est au-delà d'une narration, c'est une idéologie, en fait, tout simplement. C'est vrai que du coup, c'est un terme très pompeux qui va mettre beaucoup de poids sur ce que je vais dire. Non, mais en même temps, McTiernan est un réalisateur qui a, en fait. qui a des C'est idées. pour le paraphraser en l'imitant très bien, il a dit I wanted to do a Shakespearean comedy about the story of some terrorists attacking a building. Voilà, bref, c'était mon imitation de Il disait McTiernan. ça comme ça, vraiment? Il a dit, oui, il a un drôle d'accent, Macti. Et du coup, oui. il dit voilà, qu'il voulait faire une comédie shakespearienne sur ces terroristes, et qui en fait ne sont pas des terroristes, mais des braqueurs. Ça, c'est du scénario. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont il va les regarder et ce qu'il va dire derrière ça. Et par exemple, du coup, on va dire, c'est des tics de mise en scène, mais par exemple, il va sans arrêt ridiculisé, et c'est encore plus évident avec d'autres films de sa filmographie, notamment le troisième Die Hard, mais il commence ici vraiment avec cette thématique-là, c'est à ridiculiser le système tout en ayant foi aux gens qui en font partie. C'est-à-dire qu'il va, les deux, on va dire, héros du film, enfin pas héros, mais les deux personnages beaucoup en relation, c'est donc John McClane et ce policier, Al Powell, qui est donc en bas de la tour avec un talkie et qui parle à John McClane via le talkie. Donc ces deux personnages qui ne se verront qu'à la fin du film et qui sont en communication tout le long, et ces deux personnes qui font partie de la police, respectivement de Los Angeles et de New York. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'est pas en train de dénigrer la police dans ce qu'elle, je veux dire, dans ce qu'elle est avec les gens qui en font partie, mais dans ce qu'elle plutôt... représente en termes d'État. Oui, c'est la C'est-à-dire police que qui lui plaît pas, les policiers, ils les aiment bien. Voilà, et en fait, c'est les policiers, c'est les humains qui l'aiment bien. C'est-à-dire que dès qu'un personnage va se présenter comme fonctionnaire, en disant, voilà, bonjour, Jean-Marc, président de machin, à chaque fois, ça va être systématiquement un connard. C'est-à-dire qu'on a le reporter, qui va essayer d'aller filmer les enfants de McClane à la télé, ce qu'il va faire quand Gruber va reconnaître McClane sur une photo. Enfin, ça va donner lieu à plein de situations problématiques dans le film. Ce personnage de journaliste, on a les deux, d'abord le chef de la police de Los Angeles qui vient, puis ensuite on a les deux mecs du FBI qui sont venus. Mais en fait, au plus, on va dire, les autorités s'en mêlent. C'est-à-dire qu'on commence par Al Powell, qui est un patrouilleur de rue, qui est un mec qui a un problème de justice, parce qu'il a tiré sur un gosse qui croyait armé. Il est vraiment au plus bas de l'échelle de la police. Ça commence avec lui, puis son chef arrive, et puis les mecs du FBI arrivent pour reprendre l'affaire. Et au plus, les gradés vont reprendre ce qui se passe, au plus ça va dégénérer. C'est-à-dire que d'abord, entre guillemets, ça se passe bien, entre guillemets, McClane a les choses en main.
Ils vont tenter de rentrer dans le bâtiment de force, ça va foirer, il va y avoir plein de morts. La majorité des morts de ce film ne sont pas causées par McClane qui tue des terroristes, mais par des terroristes qui tirent sur des êtres humains parce que c'est suite à une mauvaise, on va dire, décision de l'État. Et c'est assez intéressant, par exemple, les deux flics qui s'appellent Johnson et Johnson et qui n'arrêtent pas de dire... Aucun lien de parenté. Aucun lien de parenté. Il les prend pour des cons dans la façon dont il les filme. Le meilleur plan pour ça, c'est il y a une scène d'hélicoptère à la fin du film où ils essayent d'attaquer le dessus de la tour et les mecs se regardent avec des casques et des guns et ils font putain comme au Vietnam trop bien et il manque plus que Wagner et on est parti quoi, on est dans le foutage de gueule. Et c'est ça qui est fort avec McTeague, c'est qu'en fait il arrive à faire des blagues très très grinçantes et cyniques qui donnent un espèce d'autre niveau de lecture au film qui dit que concrètement c'est un film qui est profondément anti-système. C'est un film dans lequel on va détruire une firme pour replacer l'humain au centre du film. McClane, à plein de moments, on va outrepasser la direction pour agir seul. Et à chaque fois qu'il va agir seul, ça va être payant. Ça va pas toujours être brillant, parce qu'il va notamment faire péter un étage de la tour pour se sortir d'une situation. Il va causer plein de problèmes matériels, on va dire, mais il va s'en sortir. Et ça, c'est hyper important. C'est de montrer que l'homme s'en sort, le système moins. Et c'est assez fort dans ce qui montre, notamment je trouve la scène qui me traumatise à ce niveau-là, c'est que pour faire péter l'étage, il a fait péter avec une télévision, par exemple. Ce qui est méga drôle, on est dans une tour d'un riche, je sais plus ce qu'il fout, qui possède un coffre-fort avec des milliers de billets dedans, mais ils font péter l'étage avec une télé. Il y a un truc où voilà, il adore, et c'est encore plus évident en Bonsoir la moto avec des films comme Predator notamment, il aime remettre l'humain au centre de son film. Ça, c'est quelque chose qui m'a moi profondément marqué, parce que quelque part, Die Hard, à l'école, on m'en a pas parlé, par exemple. C'est un film dont, on s'en fout pas, parce qu'il y a justement des hors-séries qui sortent dessus, de revues. On va dire c'est reconnu que c'est un film marquant, mais il est toujours considéré un peu comme un truc de genre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont obligés de militer pour McTeague, alors que ça devrait être évident que, comme un Verhoeven ou un Bertolucci, c'est un auteur de cinéma tout à fait valable et valide, et encore plus, je trouve, que d'autres, parce que contrairement à d'autres cinéastes qui sont toujours, notamment comme des mecs comme Godard, notamment targués d'être hors système parce que le système puait, McTeague est rentré à l'intérieur du système. C'est-à-dire qu'il arrivait à faire des films anti-système avec Bruce Willis, plein d'argent, enfin... Il a, pour moi, été plus intelligent que d'autres. C'est qu'il a réussi à montrer au public quelque chose de valable à travers une œuvre qui n'était pas censée l'être. C'est-à-dire que c'était juste un film d'action. Mais c'est devenu plus que ça. Et ça, moi, cette leçon que le mec nous donne, je trouve qu'on devrait en parler dans les écoles, de dire, vous avez vu, voilà, ça, c'est de la mise en scène, ça. Ça, c'est vraiment un film de cinéma. On est au-delà de raconter une histoire, on est au-delà de l'art en général, on est vraiment dans ce que le cinéma de plus pur et de plus brut, c'est arriver à transformer un film de braquage en Die Hard. Et ça, je trouve que c'est vraiment lui. C'est McTiernan, pas tout seul, mais je veux dire, c'est son délire. Là où c'est magnifique, en plus Die Hard, c'est que le cinéma est un team job. C'est-à-dire que là, je fais beaucoup l'éloge du réal. On vient de parler de la technique avant, du chef de déco, des scénaristes, du chef-op. Et il y a des acteurs, évidemment. L'idée du Rockyrama, c'est ça, je dis les acteurs, mais le casting, effectivement. La directrice de casting, la directrice de casting, oui, a c'est Jackie. vachement défendu ses choix, apparemment. Exact. Et, le fait que voilà, la femme de McClane, qu'elle soit pas 20 ans plus jeune qu'elle, que lui, pardon, ça a été un vrai choix. Et ils ont vachement insisté pour que Nance soit une nana de son âge. Pareil, ils sont allés chercher des gens du théâtre, Alan Rickman, qui était un type qui était complètement improbable pour le rôle. Et ouais, mais c'est pour ça que c'est assez sympa d'avoir ces infos-là. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah voilà, c'est super parce que c'est McTiernan. D'ailleurs, on voit bien dans les suites de Die Hard, le 2, il est moins bien parce que c'est pas McTiernan. Le 3, il est vachement mieux parce qu'il y a McTiernan. Et après, bon, ça devient vraiment des films d'exploitation. Donc, c'est encore autre chose, quoi. Non, c'est ça. C'est que c'est incroyable en plus à quel point... après voilà, il y a peut-être de la complaisance parce que c'est des propos qui sont recueillis après 30 ans, mais les collaborateurs qui parlent dans le Rockyrama, à chaque fois, parlent de McTiernan comme un metteur en scène intelligent, parce il y a un mec, je sais plus lequel dit ça, je crois que c'est l'orchestrateur, non, c'est le chef d'écho, qui dit c'est un mec qui a toujours 3 longueurs d'avance sur vous, en termes de ce qui va se passer dans le film, de comment il voit les choses, et c'est peut-être vraiment ça, la force de McTiernan aussi, c'est qu'il a su, avec les talents incroyables qu'on lui a donnés, en faire un grand film, ce qui n'est pas toujours forcément le cas. Quand on voit certaines histoires de prod de films, on se dit tiens, tout était parti pour être incroyable, genre on pense à justement Dune de Jodorowsky où selon la légende ça aurait été un énorme film, voilà, on voit que sans vouloir être méchant, avec un mec qui a pas les épaules en face.
enfin, ok, trop fou ou quoi, ça peut pas marcher. Et ça là, je trouve la force de McTiernan comparé à d'autres gens, c'est qu'il il est au cœur du système et il arrive à faire quelque chose de personnel. Pour terminer, parce qu'on est un peu pressé par le temps, cette petite partie mise en scène 2, il y a aussi quelque chose dont j'aimerais bien parler pour les générations futures, bonsoir. C'est le statut qu'a cette caméra dans l'histoire, qui est Die Hard. Et donc là, j'avoue que toutes les infos sont dans le Rokirama, mais c'est une belle base, on va dire, de réflexion pour vous On après. est un super spot de pub. Pour eux, bien sûr, mais en fait, c'est quelque si on part... avait de l'audience, ce serait génial pour Oui. eux. Bah écoute, il y a au moins 40 personnes qui vont acheter Rokirama s'ils sont attentifs. Non, c'est parce qu'en fait, le parallèle m'a fait penser aussi à quelque chose sur la mise en scène. C'est qu'il parle à un moment du travelling compensé dans la scène où John McClane et Hans Gruber se rencontrent. Donc, pour un petit peu faire un topo, John McClane est perdu dans les étages au-dessus donc, des otages et donc d'Hans Gruber qui orchestre la prise d'otages. Puis à un moment, il y a évidemment des morts dans la team. Donc Gruber bouge son cul perso pour aller voir un truc à un étage au-dessus et il tombe nez à nez avec McClane. L'idée, c'est que Hans Gruber ne ressemble pas du tout aux autres terroristes. Enfin, un braqueur, dans le sens où il a un côté, il est très raffiné, il est parle en bien, costard, il est habillé comme les gens qui sont en otage, quoi. Exact. C'est-à-dire que du coup, il peut passer pour un otage et au moins il va voir McClane. Évidemment, du point de vue d'Hans Gruber, lui, c'est direct qu'il y a McClane, puisque c'est le seul mec qui n'est pas de sa team, qui n'est pas un otage, qui est dans le building. Au moins, il le reconnaît. C'est là l'anecdote de Maron tout à l'heure. Il prend cette espèce d'action ridicule en disant « Ah là là, j'ai été pris en otage par des gens et tout ». Et donc, tu te dis « Ok, toi, en tant que spectateur, t'es placé à un niveau d'ironie dramatique. C'est-à-dire que tu sais quelque chose que les personnages savent pas. À savoir, tout le monde a compris que Gruber sait qui est McClane, mais toi, spectateur, McClane, pardon, ne sait pas qui est Gruber. Toi, oui. Du coup, t'espères qu'ils s'en sortent, et évidemment le mec dit ouais, McClane lui fait vas-y, on va essayer de s'en tirer, je te file un gun, et là tu fais putain, le mec est trop con, il file un gun au méchant, ça va pas se passer. Et au moment où il lui donne le flingue, il lui tourne le dos, il avance vers nous, et là, travelling compensé, il y a Hans Gruber qui pointe McClane avec un flingue, et clac, ça résonne sec, il n'y a pas de balle dedans, McClane se retourne et dit t'es vraiment con, que j'allais te filer un flingue. Et du coup, des méchants arrivent et la fusillade s'ensuit. Le statut de ce travelling compensé est méga intéressant parce qu'ils le mettent en parallèle avec celui de Sueur froide, c'est Vertigo en anglais, d'Alfred Hitchcock, où James Stewart, pris de vertige dans un escalier, regarde vers le bas, tac, ça raccorde avec un plan du haut, top shot sur les escaliers, qui se compresse avec cet effet de travelling compensé. Et du coup, voilà, tu es dans le point de vue de quelqu'un qui a des vertiges, il regarde vers le bas et tu ressens le vertige via un effet de caméra. Ça reste sensationnel parce que, bon, il faut le comprendre, faut réussir à interpréter un vertige visuellement, c'est assez dingue de l'avoir trouvé comme ça de la part d'Hitchcock, mais là où c'est vraiment plus fort, enfin pas plus fort non, mais où c'est différent avec Die Hard, c'est qu'il n'y a pas de point de vue à ce moment-là. C'est-à-dire que si McClane, en donnant un flingue vide, sait qui est Gruber, parce que visiblement il le sait vu qu'il lui a pas donné la possibilité de se défendre avec un flingue armé, enfin un flingue chargé, pourquoi il y a ce travelling compensé ? Parce que qui a un vertige quand Gruber a un flingue, il est capable de tuer McClane, et McClane sait qui est Gruber, donc il n'a pas à se douter à ce moment-là, comme la caméra a l'air de le suggérer, des intentions de ce gars, parce que visiblement il a compris que c'était le méchant. Et du coup, le vertige est là pour qui ? Pour nous, spectateurs. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant, c'est que McTiernan replace la caméra comme narrateur, c'est-à-dire que la caméra te raconte un sentiment sur la situation. Et là où il est balèze, c'est qu'il fait ça à plein de moments, avec des trucs très très cons de scénario, notamment vous verrez cette histoire de cadre baissé sur l'identité de John McClane dans son bureau, c'est vraiment long à expliquer par rapport au temps qui nous reste, mais il y a plein de moments comme ça dans le film où il va attirer ton regard sur un truc, et c'est là où c'est vraiment la finesse de mise en scène, c'est qu'en soi ça aurait pu se passer différemment, il aurait pu faire un champ contre champ avec voilà, McClane sort du champ, on reste sur Gruber, il pointe le gun, t'entends claque, tu te retournes contre champ sur McClane qui fait ah bah non, je sais quitter. Mais ce travelling compensé raconte quelque chose justement là-dessus et permet même aux spectateurs d'oublier le fait de se poser la question de comment McClane sait qui est Gruber, parce qu'il n'a aucune raison de le savoir si ce n'est le flair, quoi. Et du coup, tu acceptes totalement on va dire, ce problème scénaristique via l'effet de caméra. Donc non seulement il masque un problème entre guillemets de scénario, mais en plus il te donne un vrai problème parce qu'ils avaient une explication à la base. Avec les montres. Oui, ça a été coupé au montage en fait. Parce que normalement, il y avait un petit fil scénaristique qui fait que tout du long, on voyait que les terroristes avaient tous la même montre, qu'il a synchronisé au début, et qu'à chaque fois que McClane butait un des terroristes, il voyait qu'il avait une montre. Et du coup, il reconnaissait la montre à la fin sur Hans Gruber. C'est ça. Mais ils avaient je sais plus quelle scène de cette explication-là qui n'était pas utilisable. Et du coup, ils ont pris le risque de couper toutes ces scènes de monstres. Ambulance. Ils doivent se casser. Leur plan, c'est qu'ils se cassent en ambulance pour pas se faire repérer. Et cette ambulance est arrivée tellement tard dans le scénario qu'il y avait un plan où le camion était ouvert, où ils synchronisaient leur montre sans l'ambulance. Le problème étant du coup d'où vient cette ambulance. Voilà. Et c'est donc ça du l'angoisse. coup, ils ont carrément coupé l'explication et c'est parti. Voilà, il y a pas mal de trous dans le scénario comme ça.
Mais en fin de compte, voilà, c'est comme ce délire des verrous avec l'ordinateur, etc. C'est si tu prends le truc à l'envers, ça ne tient pas debout. Mais voilà, là, c'est... En fait, oui, ce qui est complètement con, c'est que pour se remettre dans la logique de quelqu'un qui voudrait braquer le Nakatomi Plaza, il doit comprendre qu'il a tout intérêt à faire une prise d'otage de terroristes pour braquer quelque chose. Ce qui est débile, du coup, ça veut dire que si quelqu'un se pointe en disant on est des terroristes, il y a une chance sur 2 que ce soit des braqueurs. Ça n'a aucun sens, effectivement, cette histoire de coupure de courant. Mais quand tu la vois dans l'autre sens, et c'est là que, de nouveau, c'est du scénario, mais c'est aussi de la mise en scène dans la façon dont c'est distillé. Puis c'est le fait de faire le choix de la cohérence de l'émotion et de la cohérence des images et de la mise en scène plutôt que de faire le choix du scénario et de machin. Ouais, c'est ça. Mais bon, ils étaient aussi avant l'époque où les gens savaient que 2 jours après, tout le monde serait sur Internet en disant genre « Ah oui, mais si c'était ça son plan, dans ce cas-là, ça veut dire que là, il aurait dû appeler Bill. » Même, parce que d'ailleurs, est devenu culte avec Internet aussi. Il y a plein... Pour moi, par exemple, je suis de la génération des gens qui ont grandi avec Internet et je considère que d'ailleurs comme culte. Et tout ça. Voilà. Donc du coup, malgré cette génération, ça passe parce qu'il y a une façon de distiller les infos. Et ça vient d'abord de Jeb Stewart, puis de Sousa, et puis de McTee, et puis du monteur, du Riosté, du coup, qui se dit, tiens, cette histoire n'a d'intérêt que si elle est montrée comme ça. Et ça, ne serait-ce pas un petit peu l'essence du cinéma, nom de Dieu ? Alors, beau. nous avons dépassé évidemment le temps de beaucoup. Je vous propose un petit valait interlude musical qui est donc cette magnifique scène dans laquelle Monsieur Gruber découvre... En fait, justement, les flics qui sont bêtes parce qu'ils incarnent le groupe et les institutions ont coupé le courant parce qu'ils se sont fait avoir comme des bleus. Ils sont cons. Ils sont cons. Comment ils font pour voir ? Il y a plus de Abrutis. courant. Et donc, du coup, ils coupent le courant. Donc, les terroristes... Donc, McClane leur dit « C'est quoi ce merdier ?» Et en fait, ça ouvre la porte aux terroristes parce que Samuel L. Jackson peut ouvrir le coffre. Non, le type qui ressemble à Samuel L. Jackson. Ah oui, c'est vrai Il y a un Samuel sosie Jackson, de Samuel L. Jackson. Il est pas dans le. Non, mais il y a un type qui est habillé comme Samuel L. Jackson dans Jurassic Park. Exact. Donc, Oui, on c'est va vrai. vous laisser avec cet interlude musical. On va chercher qui est cette personne parce que moi-même, j'ai oublié. Shut it down. Shut it down now. Emergency lighting activated. Al, talk to me. What's going on here? Ask the FBI. They got the universal terrorist playbook and they're running it step by step. It's gonna go. It's gonna go! Merry Christmas. Those bastards are probably pissing in their pants right now. Mayor's gonna have my ass. Et nous voilà donc revenus après cet interlude très Beethoven. Le chien Non, l'autre, celui qui était sourd. Ludwig. Voilà, Hans Gruber. Ludwig fan. Alors, petite du coup... Parce qu'il est allemand. Exactement, Comme la les blague. méchants dans le film qui sont allemands. Alors là, et oui, c'est vrai. Quand tu nous tiens. Que ce... Alors, petit du coup parallèle sur qui est cette personne donc, qui ouvre le coffre. Il s'agit de Clarence Gilliard. Et en fait, effectivement, à l'époque, j'avoue qu'avec la minceur, désolé Sam, de Sam Jackson, ils sont, on va dire, confondables. Parce qu'ils se ressemblent, ils ont vraiment un peu les mêmes traits. Et je ne dis pas ça par rapport à leur couleur. Bon, gênant de blanc, 3, 2, 1, c'est parti, moment de blanc. Voilà, donc désolé pour ce moment de blanc. De toute façon, c'est un podcast, on est tous blancs, c'est normal. Cette personne, Clarence Gilliard, Forcément, a par la suite joué un rôle incroyable dans l'histoire de la télévision. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Trivette, l'ami de Walker, Texas Ranger. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on connaît cet acteur sans le connaître. C'est lui, cette putain de Trivette. Tu l'as vu tous les dimanches après-midi sur AB3, ma mène. C'est ça. Et alors, pour une petite anecdote sur Trivette avant de conclure, Trivette, en fait, je lui ai serré la main par indirectement. En fait, j'étais dans une école catholique quand j'étais petit. Et en fait, on a fait une retraite à 17 ans dans j'allais dire un temple. Non, pas un temple, mais dans une abbaye. T'as l'air très confus par rapport à la religion. Oui, c'est pas très bien, les mecs. Tu sais, c'est pas resté
arrêtez. Les mecs qui tuent les animaux vers la Mecque avec des petites crolles sur le coin des chapeaux. Je sais pas, ils ont tous des coiffures moches et des robes, je les comprends. Oh là là, non, pas de blasphème. Non. On déconne pas. On aime toutes les religions. Donc non. oui, ton anecdote sur ton Du pasteur là. coup, il y avait donc un frère dans l'abbaye dans laquelle j'ai fait ma retraite qui s'appelait le frère John Mary qui venait du Texas. Et il En avait français, c'est quoi? Parce que j'ai pas compris. le frère John Mary qui venait voilà. du Texas. Voilà, en fait, merci. il venait donc du Texas, au Texas, en Amérique. et en fait, il était donc dans une paroisse à la base où il officiait pour Clarence Gilliard, donc Trivette. Et qui, après sa période d'acting, s'est un peu reconverti en disant voilà, ce monde est un petit peu fou, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. Et il m'a dit voilà, Clarence est un bon ami à moi. Et du coup, moi, je lui ai juste dit à ce moment-là dans la retraite est-ce que vous voulez dire, monsieur Mary, que indirectement j'ai touché Chuck Norris? Et il m'a dit oui, en rigolant. Donc je me dis voilà, c'était une belle anecdote. Oh mon Dieu, il a touché la main de Chuck Norris. Waouh. Et donc, gros dédicace à tous les élèves du collège Saint-Gertrude de Nivelles, d'où je viens. Big up les frères, big up. Ok. Alors, au-delà de ça, que va-t-il se passer maintenant? Parce que vous sortez, vous, spectateurs, enfin auditeurs, de 2 épisodes sur les super-héros, sur l'ère Marvel. Vous venez de vous prendre 1 heure de McTee en pleine gueule. Vers où va-t-on? Écoutez... Vers Oven va-t-on? Oh, pardon, c'était bonne blague. Vers où va-t-on? Nous avons évidemment bien envie de vous parler de John McTiernan, beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, mais au même titre que Die Hard. Qu'est-ce qu'il y a, Marion? Non, rien, Elle mange du Tu saucisson. mangeais? Ok. Ouais. Donc, l'idée, évidemment, au-delà de cet épisode, et on vous l'a savamment caché à plusieurs reprises, on a dit on n'en parlera pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on va en parler après. Et après, ça ne veut pas dire tout de suite, mais dans quelques épisodes. Parce que nous avons un triptyque en préparation sur John McTiernan. Nous venons donc d'aborder Die Hard, qui est donc une porte d'entrée sympathique dans sa filmographie. On vous donne donc un petit devoir. Pour la prochaine fois, vous matez tout McTee, comme ça on parle à armes égales. Et nous allons vous parler ensuite donc, de John McTiernan en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant que réalisateur, et ensuite de son impact. Maudit. Exactement. Parce qu'un génie, c'est bien, un génie maudit, C'est encore mieux. C'est comme Maudit Baudelaire. ou déchu? Moi, je dirais Déchu. plus déchu. Hein, parce Déchu, que maudit. ils l'ont défoncé. Ils l'ont tué. Ah, c'est ça me rend déchu. triste. Là, il est en train de préparer un film. La vie de ma mère. C'est vrai? Mais ça fait des plombs qui dit qu'il prépare un Non, film. mais là, c'est en train de se tourner. Apparemment, il n'est pas assurable en fait maintenant. Et c'est en train de se tourner via un producteur français. Et il va tourner en, il va tourner en parce que Roumanie la France et en lui a France. ouvert les bras. Merci Oui, les bien motos. sûr. Merci les Comme motos. souvent d'ailleurs, quand on pense à des mecs comme. Tout ce qui est pédophile en général, on est assez. Oh là là, Oh. non. Et Non, Bertolucci. Non, c'est pas les enfants, lui. C'est qui? Non, je croyais que tu allais parler de Polanski, mais oui, en tout cas, c'est vrai qu'on est très accueillant pour les réalisateurs américains déchus. Il y en a un. C'est pas un Polanski que je pensais. Moi, je pensais à De Palma, qui est produit par Saïd Ben Saïd, me Qui semble-t-il, n'est qui est pas français. un pédophile? Non, c'est pour ça que je comprenais pas ton. Non, pas d'amalgame. Et McTiernan non plus, d'ailleurs, il a l'air plutôt cool en fait. Exactement. Enfin, Il vit dans le Wyoming avec ses gosses, C'est normal. ça. Il est devenu hyper extrême gauche, c'est assez fun. Ah bon? Ouais, il y a une interview de c'est Télérama, cool. mais dont j'ai pas le temps de parler Ah, maintenant. on va en mettre en mais, lien on en avec parlera plus Télérama tard. comme toujours ça. son on problème pourra avec tous le la lire. système, tout ça. Et, Mais du coup, on va vous parler ensuite dans un épisode 2 donc, de John McTiernan en tant qu'homme et réalisateur. Et ensuite, on va vous parler de l'impact que McTiernan sur les générations, on va dire, restantes. Et alors que ça soit de façon consciente, on va dire, sur les critiques d'aujourd'hui ou sur les cinéastes d'aujourd'hui européens, ou peut-être de façon plus inconsciente dans l'industrie du blockbuster américain, puisque Die Hard, en termes de structure en fait, de film, a influencé énormément les films d'action. Par la suite, on pense notamment à ces nombreuses suites. On a eu un Die Hard 2, puis un 3 réalisé par McTee, puis des années plus tard, un 4, je crois en 2008, et un 2013, un Die Hard 5, dans lequel il un bosse 6 en respectivement préparation. avec ses enfants, ce qui est débile. Et au-delà de ça, nous avons Predator, qui a été remaké par Shane Black, qui jouait dans le premier Predator et qui a scénarisé Last Action Hero. Il a remaké Predator l'année passée avec Keegan-Michael Kay. Il y a eu plein... En fait, McTiernan est cité partout dans la pop culture sans qu'on se rende compte que c'est lui qui a fait ses chefs-d'œuvre. Et moi, j'avoue que quand je l'ai redécouvert... il y a ça, à mon avis, 1 an et demi, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est lui qui a fait ça. Parce qu'à chaque fois, je connaissais Avec ses cette films même sans voix. savoir Wow. exactement. Avec Mode Owen une voix un peu Wilson. de pub. Ah ouais, c'est lui qui a fait ça. Wow. Owen Wilson, wow. He did that. Oh. Et donc voilà, on va vous parler de McTee. Nous allons peut-être ajouter quelque chose, je ne sais pas. Qu'est-ce que... Oh, bah, sinon, on peut peut-être remballer là. Éventuellement, ce qui serait pratique, ce serait un genre de chanson qui résumerait tout le reste de Die Hard pour qu'on n'ait pas à le faire. Alors attendez, je vais vous chanter une chanson, je vais sortir ma guitare. Ouais, vas-y, alors, installe-toi. attends, Bah, attends de toute 2 façon, on a les amplis. Ouais. Attends, je sors ma guitare, je branche vrai, ça sur c'est l'ampli. Alors vous êtes prêts? Et 1, 2, 3. Remember when we first met John McClane? Argyle picked him up from the plane and took him down to Nakatomi Tower to meet with Holly. He came to get her back and to be her man, but Hans and his buddies fucked up the plan, and that's about when everything went sour at the Christmas party. And the terrorists were overzealous, but it was sweet when they killed